Mesdames et messieurs, bienvenue à cette émission voulue par le RENLAC, le réseau national de lutte anti-corruption, à l'occasion de la journée internationale de lutte contre la corruption tenue le 9 décembre dernier. Cette année 2015, c'est aussi la 10e édition de la journée nationale de refus de la corruption au Burkina avec pour thème « Engageons-nous pour l'application effective de la loi anti-corruption », une sorte d'interpellation des citoyens sur la nécessité de poursuivre le combat contre la corruption et l'impunité des crimes économiques. Rôle et responsabilité des acteurs, on en parlera tout au long de cette émission avec nos invités. Ils sont 3 sur ce plateau. Madame Wangarawa Agueratou, contrôleur d'État à l'ASCE, supérieur de contrôle d'État et de lutte contre la corruption. Bienvenue, madame. Nous avons également notre deuxième invité, Bruno Kéré, chargé de plaidoyer et de lobbying du RENLAC, le réseau national de lutte anti-corruption, et est également présent sur ce plateau. Monsieur Dieudonné Kini, il est le team leader governance. C'est du PNUD, le programme des Nations Unies pour le développement. Messieurs, dames, bienvenue à tous. Selon la Banque mondiale, la corruption distrait 25% de notre PIB, parlant du Burkina, soit plus de 1200 milliards de francs CFA, ce qui est énorme pour un pays aux ressources limitées. Le Burkina dispose désormais d'une loi anti-corruption, adoptée le 3 mars 2015 par le Conseil national de la transition. On reste donc dans les locaux du CNT pour l'ambiance au moment de l'adoption de cette loi. C'est avec Draman Guéni. Adoptée à la majorité écrasante des députés, la loi portant prévention et répression de la corruption au Burkina Faso fait la part belle à l'autorité supérieure de contrôle d'État. Dans cette loi, les rapports des contrôleurs d'État tiennent lieu de procès-verbaux d'enquête préliminaire. Pour la prévention de la corruption, la loi établit des règles. Ça commence par l'obligation de déclarer les biens et à partir de là maintenant on a défini ce qu'on entend par des actes liés à la corruption et après cela il y a toutes les sortes d'incriminations, c'est-à-dire toutes les peines, les sanctions qui sont liées à tout cela et ensuite toutes les dispositions pour la gestion de cette loi. Détournement de biens publics, délit d'apparence, financement occulte des partis politiques, fraude électorale, blanchiment d'argent sont entre autres des crimes punis par cette loi. Cependant, des députés y trouvent des insuffisances. Moi, j'ai voté avec un certain nombre contre cette disposition dans la mesure où, dès qu'il y a des enquêtes qui sont menées et qu'on a détecté qu'une personne est actrice de corruption, il n'y a pas à préserver son honneur. Parce que les faits sont établis, l'enquête a été menée et il y a des éléments à charge contre cette personne. Donc il n'y a pas d'honneur à protéger un voleur, un corrompu, une personne qui se comporte mal par rapport donc à la morale. Pour son entrée en vigueur, la loi anticorruption doit être promulguée par le président du Faso dans les jours à venir. Au plus tard, à la fin du deuxième trimestre de l'année, des décrets d'application de la loi seront pris. Au lendemain de l'adoption de cette loi, comment ça a été accueilli dans vos différents services? Madame Wangarawa. Merci. Et vraiment, l'adoption de cette loi constitue l'aboutissement d'une lutte pour les institutions de lutte contre la corruption qui existent au Burkina Faso. Et vraiment, c'est avec grande joie que nous avons accueilli l'adoption de cette loi. Monsieur Kéré. Merci bien. Alors, comme l'a dit tout à l'heure Madame Wangarawa, effectivement l'adoption de cette loi est l'aboutissement en tout cas d'une longue lutte qui a été entamée depuis 2011, puisque le processus a démarré depuis 2011 avec une étude qui a été réalisée sur les dispositifs législatifs de lutte contre la corruption au Burkina Faso, laquelle étude a révélé en tout cas les failles de la législation burkinabé et donc à partir desquelles une proposition de texte a été élaborée visant justement à combler les failles de cette législation-là. Et donc depuis 2011, nous avons été
sur le terrain de cette lutte, nous avons bataillé dur avec un ensemble d'acteurs, bien évidemment avec un certain nombre de structures au niveau de l'État, avec les partenaires techniques et financiers, et nous avons le PNUD sur la table. Et donc la bataille n'a pas du tout été simple. Donc c'est avec joie que nous avons accueilli en tout cas l'adoption de cette loi. Mais nous restons en tout cas dans une joie mesurée, dans la mesure où la bataille n'est pas encore finie. Ce n'est qu'une victoire d'étape. L'autre victoire devant consister justement à l'application effective de cette loi. On en parlera tout à l'heure. Le PNUD des partenaires du Burkina sur le chemin du développement, on met sur la table cette loi. Comment vous l'appréciez déjà? Bien, il faut dire, comme mes deux prédécesseurs, que c'est avec beaucoup de joie que nous avons accueilli l'adoption de cette loi, qui est, comme ils l'ont déjà mentionné, l'aboutissement de plusieurs années d'efforts. Parce que, comme vous l'avez dit en introduction, il y a une relation assez forte entre la corruption et les questions de développement. Et nous, en tant que partenaires au développement, particulièrement le PNUD, qui est une agence de développement, la corruption fait beaucoup de dégâts et empêche que les objectifs de développement que nous poursuivons puissent être atteints. Et donc, il faut dire qu'au niveau international, vous avez la Convention des Nations Unies depuis 2000 qui a été négociée, adoptée en 2003. Tout ça pour contrer les questions de corruption dans les différents pays. Et il était fait obligation aux États, justement, d'adopter des instruments pour prévenir et réprimer la corruption. Et donc, ce qui a été fait au Burkina pour nous constitue l'aboutissement d'un long chemin et nous nous en félicitons. L'adoption, les travaux ont pris fin le 3 mars 2015, c'était aux environs de 22 heures, donc dans les différents Kiji, il faut l'appeler comme ça, on dit ouf de soulagement. Je reviens à Mme Wangarawa. Quelle est la portée de cette loi, vous, en tant que technicien de droit? Bon, cette loi a une grande portée parce qu'elle élargit le champ de la lutte contre la corruption. Au Burkina, il y a effectivement différentes lois qui existent. Par exemple, le code pénal, la loi 013 sur le recrutement des agents contractuels de l'État et des agents publics de manière générale. Il y a aussi toute une panoplie de textes qui existent et qui vraiment permettent d'une manière ou d'une autre de lutter contre certains agissements de type criminel économique. Mais il y a que ces textes-là, parfois, ont des exigences qui n'arrivent plus à être respectées compte tenu même du développement des techniques même de fraude avec le temps. Donc avec le temps, les fraudeurs développent des techniques telles qu'il est parfois difficile même de les appréhender à travers les anciens textes. Donc il y a vraiment un intérêt particulier. Pour nous, ce texte-là permet de véritablement cerner un certain nombre de relations, un certain nombre d'actes ou de faits juridiques qui étaient difficiles à cerner à travers les anciens textes. Au demeurant, cela constitue également pour nous un renforcement de nos engagements internationaux. Parce que nous avons pris des engagements internationaux et à travers ces engagements internationaux-là, nous avons accepté un certain nombre d'actes ou de faits comme étant de type de fraude ou de type de corruption, ce qui n'existait pas dans nos anciens textes. Donc ça a véritablement une grande portée, et cela étant donné qu'il y a même dans ce texte-là l'incrimination à travers des sanctions pénales, par exemple. Monsieur Kéré, vous l'avez dit tantôt, la démarche a été faite depuis 2011. Donc la loi anti-corruption a pris du temps avant de voir le jour, mais à votre avis, qu'est-ce qui fait que ça piétinait? Alors, merci bien. Je pense que lorsque nous avons entamé le processus, on a tenu quand même à informer, j'allais dire, l'opinion nationale de la démarche que nous avions entamée. Et nous étions conscients que le texte qu'on avait proposé justement pour adoption
était un texte, en tout cas, qui devait permettre justement de renforcer non seulement la prévention, mais aussi la répression des actes de corruption dans notre pays. Et donc, compte tenu d'un certain nombre d'innovations et certaines infractions qui sont prévues dans cette loi, bien évidemment, et on a rencontré en tout cas une certaine résistance ou des hostilités. Vous prenez par exemple la question du délit d'apparence ou même la question de la déclaration des patrimoines. J'avoue que c'est des dispositions qui ont cristallisé en tout cas la résistance des gouvernants. Je veux parler particulièrement du gouvernement Tchao. Et même au niveau du Parlement, on a rencontré des résistances face justement à ces dispositions sur la déclaration du patrimoine, sur les délits d'apparence, sur les questions de fraude et de corruption électorale, sur le financement occulte des partis politiques ou même sur la corruption dans le secteur des marchés publics. Donc vous voyez que c'est des dispositions qui visent à faire en sorte que les pratiques de corruption ou les mauvaises pratiques qu'on observe dans ces différents secteurs ne puissent plus rester impunies, que la punition qui doit être prononcée soit la plus sévère possible pour dissuader en tout cas tous les auteurs de ces différents actes. Donc bien évidemment, vous comprenez que quand on sait qu'on n'est pas du tout, j'allais dire, tout blanc, ou qu'on peut se retrouver dans le collimateur dans ce texte, bien évidemment, il y a de quoi en tout cas faire tout pour s'opposer à cela. Et je pense que c'est véritablement cela que nous avons pu observer avec le gouvernement Tchao. Et donc, c'est essentiellement cela qui a expliqué justement pourquoi nous avons piétiné, ou du moins pourquoi le processus a piétiné jusqu'à 2015. On reviendra sur la nouvelle loi. Mais nos anciens textes avaient des limites. Comment l'ASE arrivait à jongler? Comment l'ASE arrivait à jouer son rôle de régulateur? Madame Wangrawa. Et il se trouve que quand on parle de limites, ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucune sanction. Seulement, il y a des sanctions qui existent, mais il faut aller jusqu'à un certain niveau de recherche d'éléments de preuve pour aboutir à cela. Ce qui fait qu'il y a des moments où on arrive à découvrir un certain nombre de faits, mais l'élément probant est un peu difficile à recueillir compte tenu, comme je disais tantôt, des nouvelles techniques de fraude qui existent de part et d'autre. Et c'est cela. Et compte tenu aussi du fait que nos textes ne nous permettaient pas de véritablement aller jusqu'à un certain nombre jusqu'à punir un certain nombre d'infractions sur la base de certains faits qui sont peut-être simples, mais on demande que l'on appuie ça par certaines choses. Monsieur Kéré parlait tantôt de délit d'initié et délit d'apparence plutôt. Bon, ce délit-là, bon, une personne qui devient riche tout d'un coup, bon, ce n'est pas toujours évident de trouver les éléments pour accompagner cela. Bon, mais nous faisions ce qu'il y avait avec les textes qui étaient là, c'est-à-dire que nous allions à la recherche des éléments que nous trouverons à travers les différents contrôles. D'accord. Pour le Burkinabé lambda, en quoi cette loi, votée le 3 mars dernier, vous permet, vous, ASE, d'avoir les coudées franches? D'avoir les coudées franches. C'est-à-dire qu'à travers, par exemple, déjà, une plus grande flexibilité dans les infractions. Les infractions sont définies avec un peu plus de flexibilité. Et les exigences d'éléments de preuve, pas que ça n'existe pas, ça y est là, mais on n'a pas toujours le volet, il faut aller rechercher l'intention profonde forcément. Cela, par exemple, constitue un problème. On peut découvrir qu'une personne a fait quelque chose, a fait perdre, disparaître, dissiper quelque chose. Mais si, par exemple, la loi vous oblige à la recherche d'une intention, souvent la recherche de l'intention est assez difficile. Donc, on peut dire que c'est une plus grande ouverture pour nous que s'il n'est pas toujours exigé cette preuve de l'intention coupable-là. Ce que nous avons aussi, il y a eu
plus grande ouverture aussi quant au type d'infraction. Par exemple, je parlais tantôt de conventions auxquelles nous avons souscrit. Nous sommes partis à ces conventions, c'est vrai, mais nous n'avions pas les mêmes définitions, par exemple, de l'acte de corruption que, par exemple, les conventions auxquelles nous sommes partis, que ce soit les conventions internationales ou sous-régionales. Nous avions des définitions beaucoup plus restrictives. Maintenant, nous avons adopté les définitions larges de ces différentes conventions-là. Au-delà de ça, il y a le fait aussi que, en termes de recherche même de la preuve, quand on a fait une déclaration de biens et d'intérêts, c'est beaucoup plus simple. Je parlais tantôt d'une personne, par exemple, qui devient subitement riche. Bon, on dit non, il est devenu riche, mais rien ne prouve qu'il a péché. C'est vrai. Mais on ne dit pas qu'il a péché, mais on veut juste, par exemple, à travers la nouvelle loi, que l'on puisse nous dire, il n'a pas péché. Il nous donne les éléments qui prouvent simplement qu'il n'a pas péché malgré sa nouvelle richesse. Peut-être que d'aucuns diraient brusque, etc. Voilà, c'est un peu des éléments comme ça qui nous permettent d'avoir plus d'ouverture. Je le disais, la corruption est un frein au développement d'un pays. En citant la Banque mondiale, le Burkina perd annuellement plus de 1200 milliards de francs CFA à cause de la corruption. Est-ce qu'aujourd'hui, les textes que nous avons, je parle ici de la loi anti-corruption, permet de fouiner dans les affaires privées, Monsieur Kini? Fouiner dans les affaires privées, je dirais oui, puisque tout à l'heure, elle a parlé du délit d'apparence. Donc ça veut dire que là, je dirais que tout citoyen est concerné par ce délit d'apparence et donc la loi prévoit des dispositions qui permettent de fouiner dans les affaires privées des citoyens de ce pays. Voilà. Donc maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que en termes de développement, quand on prend un pays comme le Burkina, dont le financement des investissements publics ou le budget dépend en grande partie des financements extérieurs, que ce soit sous forme d'appui projet, sous forme d'appui budgétaire, il est important de rassurer les partenaires quant au bon usage des ressources qui sont mises à la disposition du pays. Et je pense qu'en cela, la loi telle qu'elle est, elle constitue déjà une avancée, une sorte de preuve de bonne foi, de bonne disposition des autorités du pays à assurer une bonne gestion des ressources qui sont mises à la disposition du pays. Renlac, avec la loi anticorruption, est-ce que vous avez foi qu'on peut punir les crimes économiques? Merci. Je pense que si nous nous sommes battus pour l'adoption de la loi, c'est que nous avons pleine conscience qu'elle peut permettre en tout cas de réprimer les crimes économiques dans notre pays. Et maintenant, tout est question de la bonne foi des acteurs. Et je pense qu'ici, c'est beaucoup plus une question d'application qui se pose. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je disais que c'est une bataille qui a été gagnée avec l'adoption de la loi, mais une autre bataille reste à remporter, celle de son application effective. Et donc, quand on regarde en tout cas les dispositions de cette loi, bien évidemment, si elles sont effectivement appliquées, je pense qu'elles permettra en tout cas au Burkina Faso de faire un grand pas dans la lutte contre la corruption et pour son développement. Lucien Nti a notamment cité des gens qui doivent à l'État. Est-ce qu'aujourd'hui, cette loi permet de poursuivre les intéressés? Alors, je ne peux pas vous dire avec précision pour les cas que vous avancez tout à l'heure, mais je crois savoir que pour l'application de la loi anticorruption, il faut se référer aux principes qui régissent l'application de toute loi pénale. Et en la matière, la loi pénale n'est applicable qu'à compter du jour où elle a été promulguée. Et donc, théoriquement, à partir du 26 mars 2015, où la loi a été promulguée, elle est applicable devant les juridictions. Et donc, elle a vocation à s'appliquer aux cas qui ont été commis, aux cas qui sont nés à partir du 26 mars 2015. Maintenant, à certaines de ces dispositions, particulièrement les dispositions qui ont trait à la procédure en matière pénale ou en tout cas aux questions
qui se rapportent à la forme, bien évidemment, on peut appliquer ces dispositions à des cas qui ont été commis antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi, mais qui sont déjà soit devant les juridictions ou qui n'ont pas encore été portés devant les juridictions. Ça, c'est exclusivement pour les dispositions qui se rapportent à la forme ou en tout cas aux procédures pénales en la matière. Et il faut peut-être préciser aussi qu'en ce qui concerne le délit d'apparence, puisque la loi a clairement précisé que l'infraction, ou en tout cas le délit d'apparence, est une infraction continue qui se caractérise justement par la détention du bien qui est considéré comme ayant été mal acquis. Et donc, à partir de cet instant, quand bien même la loi est entrée en vigueur à partir du 26 mars 2015, si vous avez commis par exemple des actes avant le 26 mars, ça peut être par exemple en 2010 ou même en 2005, en tout cas antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi anticorruption, et que ces actes vous ont permis d'obtenir en tout cas ce qu'on appelle le produit du crime ou le produit de l'infraction, si vous avez détourné par exemple ou vous avez commis un acte de corruption qui vous a permis d'avoir des ressources et que vous avez pris ces ressources, investir quelque part, à partir du moment où vous avez encore par devers vous les produits de cette infraction qui ont été reconvertis ou qui ont été conservés en leur, qui ont été conservés. Alors, à partir de cet instant, si on vous prend avec ces biens, on vous dira tout simplement que on peut vous appliquer en tout cas la loi en sa disposition relative au délit d'apparence. Madame Wangarawa, le CNT dit avoir des preuves que des gens ont commis des infractions. Avant l'adoption de la loi, faut-il faire table rase sur ça ou pas? Je pense qu'avant l'adoption de la loi, il y avait des lois. Et le Burkina Faso n'était pas vierge de toute législation. Il existait des lois. Donc ces lois-là vont s'appliquer aux personnes qui seraient coupables au moment où elles étaient en application. J'ai parlé tantôt du code pénal. Il y a toute une panoplie de textes. Donc, on ne peut pas dire que forcément on fait table rase. C'est peut-être un certain nombre de moyens plus simplifiés qui ne pourront pas être mis en œuvre pour ces cas-là précisément. Okay. Parlant, vous avez suivi les différents projets de loi et décrets. Normalement, le Conseil national de la transition a cité des gens, presque beaucoup de membres de l'ancien régime, du régime Compaoré, pour le PNUD. Comment vous appréciez ça? Je serais tenté de dire que je suis un peu mal placé pour répondre à la question. Vous êtes un partenaire de je suis un partenaire. Nous observons, je dirais, ce qui se passe dans le pays. Je pense que le CNT, vous avez dit, a cité nommément des personnalités de ce pays. Si le CNT le fait en toute légalité, nous prenons simplement acte de cela. Maintenant, nous sommes dans un état de droit. Il y a une législation qui existe et je pense que c'est de laisser la justice faire son travail, mener les investigations en respectant, comme le disons couramment, le droit des personnes qui sont citées, la présomption d'innocence. Et si, au terme des procédures, il s'avère que ces personnes sont effectivement coupables, eh bien, elles subiront le poids de la loi et de la sanction. Donc on laisse la justice faire son travail. La journée internationale de lutte contre la corruption est commémorée chaque 9 décembre. À l'occasion cette année, vous, acteurs, aviez fait d'une pierre deux coups, puisque c'était aussi la 10e édition de la journée nationale du refus de la corruption, avec pour thème « Engageons-nous pour l'application effective de la loi anti-corruption ». Ini Walkoy Jani Kambiré signe pour nous le reportage. Suivez.
Le 3 mars 2015, le Conseil national de la transition a adopté la loi portant prévention et répression de la corruption au Burkina Faso. En cette journée internationale de lutte contre la corruption, l'autorité supérieure de contrôle d'État et ses partenaires, que sont le RENLAC, le PNUD et le réseau africain des journalistes pour l'intégrité et la transparence, lancent la réflexion sur l'engagement de tout un chacun pour l'application effective de la loi anticorruption. Le tout, comme je disais dans mon propos, n'est pas d'avoir les textes et les institutions. Il faut qu'il y ait une volonté politique pour véritablement s'engager dans la lutte contre la corruption. Nous devons tout faire pour retrouver notre première place et être au niveau de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique, l'un des pays les moins corrompus, pour mériter notre appellation de Burkina Faso. Le Burkina Faso est classé 2e pays le moins corrompu des 8 pays membres de l'UEMOA, un résultat qui doit être amélioré. Et pour réussir le pari du développement qui passe par la lutte contre la corruption, il convient selon le RENLAC de créer les conditions pour un usage juste et équitable des ressources publiques pour l'ensemble des Burkinabés. Il nous tient fortement à cœur, dans le contexte de passage de témoins entre les autorités de la transition et les nouvelles autorités légales et légitimes au Burkina, qui s'apprêtent à prendre le gouvernail, d'appeler à cette réelle et sincère volonté politique sur le terrain de la lutte contre la corruption. Nous souhaitons vivement que les acquis engrangés sous la transition soient préservés et renforcés sous le nouveau pouvoir. Les lauréats du concours de la bande dessinée Kouka ont remis symboliquement un exemplaire de la loi anticorruption au président du Faso. Il s'agit d'un concours sur la sensibilisation des tout-petits sur la corruption au Burkina. Objectif, faire de la lutte contre la corruption une lutte permanente dans le but d'atteindre le développement et de consolider la démocratie. Des 8 pays de l'UEMOA, le Burkina est classé 2e selon le contrôleur général, Dr Luc Marius Ibriga. Il a dit dans le reportage, toutefois des efforts restent encore à consentir. Après le scrutin du 29 novembre dernier, une nouvelle équipe sera bientôt aux affaires. Madame Mwangara, qu'est-ce qui reste à parfaire pour venir à bout de la gangrène? Je pense que... Puisque le Burkina est 2e, beaucoup d'efforts ont été faits. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il n'y ait pas de corrompus? Je pense que c'est, comme le disait tantôt, un peu partout, c'est l'application des textes. Ça, c'est un premier point à mon avis. L'application des textes pourrait véritablement convaincre tout un chacun de la nécessité de se comporter bien, entre guillemets. Mais aussi, je crois qu'il y a le fait que nous-mêmes, nous devons sensibiliser les uns et les autres à la compréhension de l'ensemble de ces textes-là. Je ne parle pas seulement de cette loi 04, mais je parle de l'ensemble même des textes que nous avons dans notre pays et que parfois on se surprend de voir des personnes qui devraient être des acteurs vraiment d'application de ces textes-là qui en ignorent le contenu. Donc c'est vraiment essentiel pour nous de veiller à cela. Donc, faire en sorte que tout un chacun soit imprégné. Et je crois que ces émissions-là rentrent dans ce cadre. Et aller vers le public, leur parler de ce que nous avons comme dispositif. Et ces dispositifs juridiques qui existent là constituent déjà un début. Et si déjà ils sont au courant de l'existence de ces dispositifs, il y a des personnes qui, déjà même l'existence de dispositifs suffit à les dissuader de la commission d'une infraction. Il y a d'autres personnes aussi, il faut forcément qu'on aille jusqu'à donner l'exemple d'une sanction pour que ces personnes se disent « Ah, véritablement, ça pourrait être un problème ». Et comme je le disais tantôt, il y a vraiment un travail, un effort de communication à faire à l'endroit de l'ensemble des acteurs. Nous ne sommes pas vraiment un pays où on est forcément malhonnête, entre guillemets. Si on est 2e, c'est que
ce n'est pas la meilleure place. On aurait aimé être ne même pas être cité dans le lot. Mais si on est deuxième, c'est parce que quelque part, on a eu à faire des efforts. Ça veut dire que quelque part, nous avons véritablement un potentiel. Nous avons un potentiel. Donc, il faut vraiment exploiter cela. Et surtout, je pense que le mérite, il faut vraiment, pour ceux qui méritent là, il faudrait leur faire voir ce mérite, exalter le mérite. Parce qu'aujourd'hui, on a la sensation que le seul mérite, c'est le seul mérite de l'argent, de l'économie, de celui qui a réussi. On ne cherche pas à savoir comment il a réussi ou quoi. Non, l'essentiel, c'est qu'il ait les moyens. Et déjà, bon, il est exalté, et cité en référence partout, comme s'il n'y avait plus aucune autre forme de reconnaissance ou de mérite que véritablement le mérite économique. Ouais, on comprend l'idée, il faut encourager l'intégrité. Merci. Qu'est-ce que le RENLAC et ses partenaires attendent de l'État, surtout des nouvelles autorités? Okay. Merci bien. Je pense que le contrôleur général d'État, dans le reportage que vous avez présenté tout à l'heure, a clairement indiqué qu'une chose est d'avoir des textes, une autre est de faire en sorte que ces textes-là soient appliqués. Et là se pose la question de la volonté politique. Parce que, quoi qu'on dise, les textes ne vaudront que seulement lorsque ceux qui sont censés l'appliquer font tout pour l'appliquer effectivement. Et donc, nos attentes par rapport à l'État, par rapport au gouvernement, c'est de faire preuve en tout cas d'une sincère et réelle volonté politique dans la lutte contre la corruption. Et cela doit se manifester en tout cas sur un ensemble de plans, d'abord à travers l'exemple. Il faut donner l'exemple depuis le sommet de l'État. Parce que soi-même, si on n'est pas un exemple, bien évidemment, à la base, on ne va pas s'attendre à ce que l'exemple puisse être promu, comme on appelle, à la base. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, à l'endroit des autorités qui sont en train de vouloir passer les témoins aux nouvelles autorités qui ont été élues, nous avons exigé que ces autorités, notamment les animateurs de la transition, puissent déclarer leur patrimoine de fin de mandat et ceux à venir, c'est-à-dire toutes les personnes qui doivent animer la nouvelle équipe qui est en train de vouloir se mettre en place, qu'elle commence déjà à préparer ce patrimoine parce qu'elle devra en tout cas donner l'exemple en les rendant publics, de sorte que l'opinion puisse avoir une certaine lisibilité de l'évolution de leur patrimoine pour s'assurer qu'effectivement ils sont venus pour servir et non pas pour se servir. Deuxième chose, la volonté politique doit se manifester à travers justement les réformes nécessaires qui doivent être entreprises, qui doivent être concrétisées pour rendre certaines dispositions de la loi là effectivement applicables. Et donc, quand vous prenez par exemple le délit d'apparence ou certaines dispositions relatives à la question des cadeaux, et vous avez suivi dans le premier reportage qu'il a été indiqué que dès le deuxième trimestre de l'année 2015, les textes d'application de la loi devaient être adoptés. Mais je vous assure que jusqu'à ce jour, aucun texte d'application n'a été pris. Et là, c'est une défaillance, en tout cas, des autorités de la transition. Et nous, notre attente, c'est que ces textes-là puissent être effectivement pris. Et troisième chose, tous ceux qui sont censés appliquer ce texte, c'est-à-dire tous ceux à qui cette loi confère des missions, des prérogatives, doivent œuvrer à les assumer pleinement, de sorte que la loi puisse être effectivement... Et comment les assurer pleinement? Les assurer pleinement, lorsqu'on dit par exemple qu'il faut œuvrer à suivre par exemple les déclarations de patrimoine, il faut effectivement faire le travail de la collecte de l'ensemble de ces patrimoines, les analyser, les traiter, de sorte à pouvoir détecter effectivement les cas de soupçons d'enrichissement illicite pour pouvoir mettre en branle en tout cas la procédure judiciaire. Et donc, il y a tout un ensemble de prérogatives qui sont confiées à des structures publiques, notamment à l'autorité supérieure de contrôle d'État. Et donc, au niveau de l'ASE, il faudrait aussi que les gens assument pleinement les prérogatives que la loi, en tout cas, leur confère. Mais là aussi, il faut indiquer qu'il y a un ensemble de réformes qui sont nécessaires pour que l'ASE puisse pleinement assumer les prérogatives qui lui sont conférées par cette loi. Donc c'est pourquoi je disais qu'il y a encore un ensemble de réformes qui doivent être effectivement mises en œuvre et donc la volonté politique doit se traduire justement par la mise en œuvre de l'ensemble
de ces réformes. Et au-delà de l'ASE, vous savez très bien aussi que la justice dans notre pays est suffisamment décriée. Et c'est d'ailleurs pourquoi on parle régulièrement de l'impunité. Et donc, il y a des réformes en cours pour faire en sorte qu'il y ait des pôles économiques et financiers au niveau de la cour d'appel, ou en tout cas au niveau du palais de Ouagadougou, palais de justice de Ouagadougou et au palais de justice de Bobo-Dioulasso. Donc, la mise en place de cette réforme vise à faire en sorte que les infractions économiques puissent être traitées au mieux et que l'impunité des crimes économiques puisse reculer dans notre pays. Et donc, il y a tout un ensemble de réformes qui sont nécessaires et nous attendons de l'autorité, en tout cas, que toutes ces réformes-là puissent effectivement être mises en œuvre. Et à l'égard des citoyens, puisque bien évidemment, nous sommes appelés à exiger, en tout cas, l'application de cette loi, puisqu'en définitive, c'est nous qui sommes, j'allais dire, les victimes de la corruption. Quand on parle de vie chère, quand vous arrivez à l'hôpital et que vous ne pouvez pas accéder aux soins de santé, ou que vous partez, vous voulez scolariser votre enfant et que vous faites face à un certain nombre de pratiques de raquettes, d'extorsion, ainsi de suite, vous voyez que c'est directement les citoyens qui subissent les conséquences de la corruption. Et donc, c'est nous qui avons intérêt à ce que la loi soit appliquée. Il nous appartient de nous organiser pour exiger effectivement que cette loi-là puisse être appliquée. Après plusieurs mois de turbulences marquées par l'insurrection historique des 30 et 31 octobre 2014 et du putsch manqué, intervenu en septembre dernier, en principe, la corruption ne devrait plus avoir droit de citer au pays des hommes intègres. Pour le PNUD, quel rôle doivent jouer les différents acteurs pour venir à bout de la corruption au Burkina? Ok, merci. Bon, il faut dire que la lutte contre la corruption est d'abord une œuvre de longue haleine. Donc, elle a commencé bien avant la loi et elle va se poursuivre pendant longtemps après l'adoption de la loi. Parce que, comme je le disais tantôt, si on remonte déjà au début des années 2000, années au cours desquelles la Convention des Nations Unies a été adoptée, par la suite ratifiée par le Burkina, il y a eu un certain nombre d'actions qui ont été prises dans ce pays. Et bon, juste pour mentionner quelques actions que nous avons pu soutenir au Burkina, il faut dire que le Burkina, de par son nom, déjà, au regard du régime qu'on avait dans ce pays, parler de la corruption, ce n'était pas quelque chose d'aisé. Donc au début des années 2000 déjà, c'est comme si on se voilait un peu la face, on se refusait de croire que la corruption était une réalité au Burkina. Il a fallu tout un travail pour que on regarde les choses en face et reconnaisse que la corruption était une réalité dans ce pays. Ensuite, il y a eu un certain nombre d'études qui ont été réalisées. Je me rappelle qu'en 2003, il y a eu un rapport national sur le développement humain dédié à la corruption qui a été publié et qui a servi un peu de base pour un travail de plaidoyer, de sensibilisation. Donc, et bien d'autres aspects ont été développés par la suite. Quand je dis que c'est une œuvre de longue haleine, c'est pour dire qu'au-delà de la loi, c'est même l'homme qui est au centre de la question de la corruption. Lorsqu'on parle de corruption, c'est parce qu'il y a un corrupteur et il y a un corrompu. Et en ce sens, j'apprécie l'intitulé de la loi qui porte sur la prévention et la répression. Je pense que lorsque nous parlons de la rigueur de la loi qu'il faut appliquer, ça veut dire qu'on a déjà franchi le seuil et qu'on est passé à des actes de corruption. Donc je pense que pour que l'on ne parle plus, ou en tout cas qu'on parle de moins en moins de corruption dans ce pays, il y a un important travail de sensibilisation, d'éducation des citoyens à réaliser. Comme les uns et les autres l'ont déjà dit, quelqu'un disait la meilleure éducation que l'on puisse donner à un enfant, c'est de s'offrir un exemple. Et en cela, je pense que l'exemple doit provenir du plus haut sommet de l'État. Et pour que le citoyen, à n'importe quel niveau où il se trouve, se rende compte que la lutte contre la corruption est une réalité. Donc ça, c'est un aspect. Vraiment travailler sur l'éducation, la sensibilisation. Et je pense d'ailleurs qu'en cela, la loi a prévu un certain nombre de dispositions, des codes d'éthique qu'il faut élaborer dans les différents ministères. Et nous, en collaboration avec l'ASE, nous avons déjà depuis 2014
élaboré un certain nombre de codes d'éthique pour un certain nombre de ministères. Je crois que nous en sommes à 16 codes d'éthique. Bon, mais c'est un peu comme la loi. Une chose est d'avoir la loi, une chose est d'avoir le code d'éthique, et une autre chose est de passer à l'application de ces textes. L'autre aspect, l'éducation. Là aussi, je pense qu'en relation avec la SEE et le RENLAC, il y a des réflexions qui sont en train de se mener avec le CAMES pour voir comment est-ce qu'on peut introduire des modules d'enseignement en relation avec la corruption, tout ça pour prévenir un peu la génération montante par rapport à la question de la corruption et à ses méfaits sur le développement. Donc, juste pour mentionner quelques aspects sur lesquels nous pensons qu'il faut agir. On peut retenir que la corruption est un fait social à la peau dure. Hein. Et maintenant, est-ce que les textes sur la base desquels la SEE fonctionnait prévoyaient de punir le corrupteur? Le plus souvent, on ne voit que le corrompu. Je pense que vous faites référence au code pénal. Le code pénal punit le corrupteur comme le corrompu. Seulement, c'est souvent l'élément de preuve pour trouver celui qui a corrompu ou celui même qui est corrupteur. C'est ce qui fait le problème, puisqu'il s'agit d'un système où des personnes se protègent, entre guillemets. Si je suis allé vers une personne pour lui donner de l'argent afin qu'il fasse quelque chose qu'il ne devrait pas faire ou qu'il s'abstienne de faire quelque chose qu'il aurait dû faire, je ne vais pas sortir crier partout que je l'ai fait. Maintenant, pour pouvoir justifier, trouver on peut voir des choses qui vraiment, vraisemblablement, ça s'apparente à des actes de corruption. Mais comment faire pour trouver les éléments prouvant de cette corruption-là? En fait, c'est souvent ça le véritable problème. Et ce n'est pas toujours facile que le corrompu va dénoncer le corrupteur ou vice-versa. C'est souvent un cas de mésentente entre les deux qu'on en arrive maintenant à savoir qu'il y a eu des actes de corrompus et de corrupteurs, qu'un tel a voulu, X a voulu corrompre Y ou que Y a sollicité de X quelque chose pour tant. Voilà. Monsieur Kini le disait, il faut combattre le mal depuis la base. Il a parlé de l'éducation. Est-ce que ce n'est pas plus intéressant d'intégrer des modules depuis l'école primaire, voire même le préscolaire? Au niveau du RENLAC, vous connaissez bien les causes de la corruption. Est-ce que vous pensez que l'État fait suffisamment pour venir à bout de cette corruption-là? C'est la pauvreté au Burkina. Quand quelqu'un se laisse corrompre, tout de suite, vous l'interrogez, c'est la pauvreté. S'il laisse passer cette occasion, bon, voilà. À votre niveau, est-ce que vous pensez que l'État fait quelque chose pour enrayer ces causes-là? Ok, merci bien. Je pense qu'il faut d'abord mettre un bémol, parce que dire que la pauvreté est une cause de la corruption, je pense que là, on est un peu loin. Parce que pour moi, on peut être dans une situation difficile, mais ce n'est pas pour autant qu'on va verser dans certaines pratiques telles que la corruption, le vol, ainsi de suite. Et pour preuve, vous savez bien que nos parents, dans les différentes localités, vivent des conditions très difficiles. Et même à Ouagadougou, il y a des familles qui n'arrivent pas à s'offrir, en tout cas, j'allais dire 2 repas par jour. Mais ce n'est pas pour autant que ces gens-là versent dans la corruption ou que ces gens-là s'adonnent à du vol. Puisque logiquement, ceux qui soutiennent que la pauvreté est une cause de la corruption devraient en principe s'attendre à ce que quelqu'un qui n'arrive pas, par exemple, à s'offrir 2 repas par jour aille voler pour pouvoir s'alimenter. Pourtant, on a des familles, plein de familles à Ouagadougou ici qui n'arrivent pas à s'offrir ces 2 repas, mais qui acceptent quand même vivre dignement et qui se battent pour l'amélioration de leurs conditions. Donc je pense que c'est véritablement cette piste-là qu'il faut, j'allais dire, explorer. Et je suis conscient que la situation est très difficile dans notre pays. C'est d'ailleurs pourquoi on parle de vie chère. Le niveau de traitement des agents publics et même des travailleurs de façon générale, en tout cas, n'est pas du tout à la hauteur des attentes. Et je pense que c'est pourquoi il faut renforcer la lutte
pour l'amélioration des conditions de vie, parce que c'est la seule voie qui va nous permettre, en tout cas, j'allais dire, d'améliorer nos conditions. Sinon, si on verse facilement dans la corruption, bien évidemment, ce sera difficile. Et sur ce terrain, je crois que le RENLAC, qui est membre de la coalition nationale contre la vie chère, constate tout simplement qu'il n'y a pas suffisamment... c'est vrai qu'il y a des efforts, mais ces efforts ne sont pas à la hauteur, en tout cas, des attentes des Burkinabés en ce qui concerne la lutte contre la pauvreté, l'amélioration des conditions de vie, ainsi de suite. Et donc, on a encore des attentes vis-à-vis de l'autorité, en tout cas sur ce plan-là. Mais au-delà de cela, je pense aussi qu'il faut œuvrer à faire en sorte que, comme on l'a dit, l'impunité puisse reculer dans ce pays-là. Parce que chaque fois qu'on va dénoncer des faits, et que ces faits vont rester non élucidés, bien évidemment, le citoyen lambda qui ne cherche pas à aller loin va toujours considérer qu'il y a forcément quelqu'un qu'on cherche à protéger et ce n'est pas du tout bien. Donc il faut faire en sorte que les cas qui ont été dénoncés jusque-là puissent être élucidés et ceux qui doivent écoper des sanctions pénales, qu'ils les écopent, ceux qui doivent aller en prison, qu'ils aillent en prison et ceux qui doivent être blanchis, qu'ils soient blanchis. Je pense que c'est véritablement cette voie-là qu'il faut emprunter et ajouter à la voie justement de l'éducation, puisque vous l'avez dit tout à l'heure, il faut faire en sorte que dès le bas âge, le petit Burkinabé qui est en train de grandir puisse grandir sainement. Comme on est en tout cas dans un horizon, je l'ai dit, relativement proche, on est une catégorie de Burkinabés qui sont moins pourris que ce qu'on constate aujourd'hui. Je reviens sur vous tout de suite. Selon le dernier rapport du RENLAC sur l'état de la corruption au Burkina, le secteur des marchés publics détient le maillot jaune, la douane est deuxième et la police municipale troisième. La justice fait également partie des 10 premiers sur la liste des administrations les plus corrompues en 2014. Madame Ouangarawa, est-ce que, avec ces textes-là, on a espoir qu'on peut juguler un peu la corruption au niveau des marchés publics? Au niveau des marchés publics, nous avons un certain nombre de textes qui existent, qui disent, ces textes-là prévoient clairement qu'est-ce qu'il faut faire quand on prévoit un marché. Quand on veut exécuter un marché, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Et souvent, ce qui se passe, c'est que les responsables, au lieu de suivre la procédure comme cela est indiqué, il leur arrive souvent de prendre des raccourcis et donc de tout faire pour juguler donc les obligations qui leur sont imposées dans le cadre de l'exécution de leur marché. C'est-à-dire que s'ils doivent utiliser une procédure pour choisir une personne, on peut détourner cette procédure-là et prendre une autre personne qui n'est pas en fait forcément celle qui devrait être prise pour l'exécution de ce marché. Bon, pour contrer cela, il y a eu beaucoup d'efforts à travers cette nouvelle loi-là. On a prévu des textes concernant les marchés publics. On a prévu des dispositions pour sanctionner le non-respect des textes en matière de marché public. On a aussi prévu des textes concernant les conflits d'intérêts. Par exemple, j'ai un époux qui est par exemple quelque part comme DAF, je ne sais pas. Et moi, par exemple, je suis la personne qui est chargée de fournir tout ce qui est comme marché dans cette structure-là. On voit bien qu'il y a un conflit d'intérêts ici. Donc, il y a aussi des textes qui ont été pris aussi dans ce sens-là. Donc, sans dire que cela constitue vraiment un acquis, nous pensons que ça va beaucoup améliorer la situation des marchés et surtout la situation de la corruption dans les marchés. Monsieur Kini, vous parlez développement. Aujourd'hui, quelle est l'ampleur de la corruption? Avant, puisque la loi, elle est là, mais son application traîne un peu. À l'heure actuelle, quelle est l'ampleur de la corruption sur le développement du Burkina? Sans pouvoir avancer de chiffres très précis,
Je pense qu'en début d'émission, vous avez la donnée de la Banque mondiale que vous avez citée, un quart de PIB qui est perdu. Je crois qu'assez récemment, il y a la BAD qui a également donné un chiffre qui tourne autour de 150 milliards de dollars de perdus par les pays africains du fait de la corruption. Bon, ça, je dirais, c'est simplement des chiffres qui parfois ne reflètent pas la réalité de l'ampleur et de la dangerosité de la corruption. Il y a des cas, je dirais, plus frappants qu'on peut citer, qui sont la résultante de pratiques de corruption. Lorsque vous avez des édifices publics, des routes, des ponts qui sont réalisés à coût de milliards et qui ne peuvent pas tenir la durée théorique que ces ouvrages devraient tenir, du fait de la corruption, c'est des ressources de perdues. Lorsque dans un pays, vous avez des élections qui sont organisées avec des pratiques de corruption et qui aboutissent à des autorités mal élues, tout de suite, on voit qu'après, il y a des émeutes qui peuvent suivre et avec tout ce que cela peut impliquer comme perte en vie humaine et destruction même de la base de développement de ces pays. Lorsque vous prenez dans le secteur social, au niveau de la santé, au niveau de l'éducation, où des enfants ne peuvent pas être scolarisés, les populations ne peuvent pas accéder à un certain nombre de soins de santé simplement parce que les ressources qui ont été allouées à ces secteurs ont été détournées par des individus mal intentionnés. C'est ça les conséquences de la corruption. Quand vous prenez dans certains pays forestiers où vous avez des forêts qui sont dévastées, simplement parce que bon, il y a eu des pots de vin qui ont permis à un certain nombre de responsables de brader la forêt de ces pays, c'est la résultante de la corruption. Peut-être dans notre pays où nous sommes de plus en plus un pays minier, cela peut se traduire par la dégradation tout simplement de l'environnement de ce pays, le Burkina. Donc pour dire qu'au-delà des chiffres, la corruption a des conséquences réelles sur la vie de tous les jours des citoyens de ce pays-là, et raison pour laquelle il n'y a vraiment pas de cadeau à faire. Je crois que parfois même celui qui bénéficie du produit de la corruption, parfois pense qu'il gagne. Mais c'est un gain, je dirais, immédiat. Mais lorsqu'on regarde les choses à moyen ou à long terme, en définitive, tout le monde est perdant. Si vous recevez peut-être juste quelques centaines de mille ou voire même quelques millions et que de par votre fait, soit votre enfant, l'enfant de votre parent arrive à l'hôpital et ne peut pas bénéficier de soins et meurt, vous pensez avoir eu quelques millions. Mais la conséquence des millions que vous avez mal acquis, c'est le fait que l'enfant de votre parent est finalement décédé par manque de soins. Ou bien si un pont cède quelque part et qu'il y a des inondations dans une localité parce que vous qui deviez suivre les travaux de la réalisation de ce pont, vous avez empoché quelques centaines de mille, toutes ces populations qui subissent les conséquences de l'inondation, en fait, le subissent à cause de vous. Et bon, on peut imaginer que ce soit vos parents immédiats ou en tout cas des gens qui d'une façon ou d'une autre vous sont proches. Donc personne ne gagne en réalité. Donc on dira que la corruption vient saper un peu les efforts de développement. Absolument. Au niveau du RENLAC, est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a un éveil de conscience de la population burkinabé? Alors, bien évidemment, nous pensons qu'il y a en tout cas un éveil croissant de conscience au Burkina Faso, surtout du côté de la jeunesse. Parce que lorsque vous regardez ce qui s'est passé les 30 et 31 octobre, on comprend tout de suite que c'est justement l'éveil de conscience qui a permis de faire en sorte que les Burkinabés s'élèvent, s'insurgent pour dire non à tout ce qu'on a vécu pendant un bon bout de temps dans notre pays ici. Et on l'a toujours dit, en réalité, l'insurrection, c'est vrai que ce sont les luttes qui se sont déclenchées avec la question de l'article 37 qui ont justement conduit à cette insurrection. Mais au fond, quand on regarde, en réalité, c'est un ras-le-bol général des Burkinabés face à l'impunité, face à la malgouvernance, face à la corruption, face à la vie chère. C'est tout un ensemble d'éléments qui ont constitué justement le lit, en tout cas, de cette insurrection-là. Et donc, pour pouvoir parvenir à cet éveil des consciences, il y a eu un long travail
de conscientisation qui a été fait depuis un bon bout de temps. Et je pense que toutes les séances de sensibilisation qu'on organise à gauche, à droite, par-ci, par-là, durant des années, je pense que c'est l'ensemble de ces actions de sensibilisation qui ont été menées, non seulement par les acteurs qui interviennent sur le terrain de la lutte contre la corruption, mais aussi par l'ensemble des acteurs qui se sont illustrés sur le terrain de la lutte contre l'impunité. C'est l'ensemble de ces efforts qui ont contribué justement à cet éveil des consciences des Burkinabés, ce qui a donné, en tout cas, les événements que nous avons vécus les 30 et 31 octobre 2014. Bien évidemment, on ne peut pas dire que cet éveil des consciences a atteint un niveau, j'allais dire, optimum. C'est d'ailleurs pourquoi l'un des défis, c'est de faire en sorte que cet éveil des consciences soit renforcé davantage, de sorte qu'on puisse exercer une veille citoyenne plus accrue, en tout cas pour une bonne gouvernance dans notre pays. En attendant de voir le rapport 2015, est-ce que avec la transition, on peut espérer que le niveau de corruption va baisser par rapport à 2014? Pour l'instant, je ne suis pas en mesure de vous dire quoi que ce soit par rapport à comme on appelle, aux éléments du rapport 2015, puisqu'il faut attendre le premier trimestre 2016 pour avoir les premières conclusions, en tout cas de ce rapport-là. Mais ce que je peux dire, ça c'est à partir de l'observation qu'on a pu faire, que tout un chacun a pu faire, en tout cas sur la conduite de cette transition. On a tout simplement constaté que ce qu'on dénonçait pendant longtemps, ça n'a pas cessé sous la transition. Bien évidemment, vous avez assisté à un certain nombre de dénonciations. Vous prenez tout simplement la question des émoluments des députés dès le début de la transition. Vous prenez par exemple la question des marchés de gré à gré sous la transition. Lorsque vous suivez sur les réseaux sociaux, vous vous rendez compte que c'est des faits, en tout cas qui agitent l'opinion actuellement. Et bien évidemment, sous une transition, on ne devrait pas pouvoir en tout cas vivre ces situations puisqu'on a dit que plus rien ne sera comme avant. Et donc il fallait qu'on fasse en sorte à ne pas en tout cas observer tout ce qu'on a pu observer et qui sont dénoncés. Monsieur Kini, est-ce de votre avis? C'est vrai que pour ces genres de questions, il s'agit, je dirais, de perception. Donc, lorsque nous n'avons pas d'éléments objectifs, c'est un peu difficile d'apprécier. Je serais peut-être un peu nuancé, en reconnaissant bien entendu que, on est dans un environnement social, donc certaines pratiques ne peuvent pas, du jour au lendemain, comme ça, disparaître. Mais je pense quand même que, au regard de ce qui a susciter l'insurrection que l'on a connue dans ce pays, les 30 et 31. Je pense qu'il y a eu comme une sorte de ralentissement d'un certain élan par rapport à un certain nombre de pratiques. Ça, c'est juste une perception, mais ce qui ne signifie pas que ça a totalement disparu. Mais je pense qu'il y a eu quand même, les gens, de mon point de vue, faisaient peut-être un peu plus attention qu'auparavant parce qu'ils se disent que, évidemment, on ne peut plus continuer comme avant, même si tout n'a pas forcément été contraire à ce qui était avant. Voilà. Au niveau de l'ASE, vous qui contrôlez les actions de l'État, est-ce que dans la gestion des biens publics, on peut toujours parler de corruption sous la transition? Aujourd'hui, c'est vraiment trop tôt pour nous de parler de ça parce que nous faisons des contrôles a posteriori. C'est après que le contrôle a lieu. Nous ne sommes pas là au moment où l'acte se fait pour faire le contrôle. Donc, nous ne pouvons pas dire que, voilà, il y a des actes de corruption, il n'y a pas des actes de corruption. Mais nous savons seulement, en tout cas, que dans le nouveau texte, il y a une condamnation d'un certain nombre de faits qui devrait pouvoir être dissuasif. Par exemple, la condamnation des surfacturations, les délits au niveau des commandes publiques, des marchés publics, si vous voulez. Ça devrait en tout cas être des facteurs qui pourraient limiter. Mais comme je l'ai dit tantôt, nous n'avons pas un contrôle au jour le jour de tout ce qui se fait. Notre contrôle se fait a posteriori. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il peut y avoir un certain nombre d'actes, mais dont nous n'avons pas connaissance.
Donc on ne peut pas se prononcer par rapport à cela. L'opinion nationale, il y a un certain nombre de choses dont on parle, c'est vrai, mais il faut aller en profondeur pour connaître tous les détails de la question avant vraiment de s'avancer. C'est ce que je peux dire à ce sujet. En attendant, le cri du cœur est que la loi soit effectivement appliquée. Et cela demande le concours de tous. L'interpellation des autorités sur la lutte contre la corruption et l'impunité, l'éveil des consciences citoyennes contre la corruption, bref, c'est un travail de fond qui doit se poursuivre à travers des manifestations diverses et multiformes dans tous les secteurs de la vie sociale si l'on veut bien gagner le pari, remporter la victoire contre la corruption. C'est la fin de ce débat, une émission d'interpellation des différents acteurs sur leur rôle dans la mise en œuvre de la nouvelle loi anti-corruption. Chers invités, merci pour vos différentes contributions. Mesdames et messieurs, merci également à vous. On se retrouve très prochainement. Thank you.